Kim et Koyom officialisent devant le chef du gouvernement leur volonté d'enterrer définitivement la hache de guerre. Les deux sous-préfectures ont ainsi mis un terme à leurs différends. Nathan Ingar Barthélemy a pris officiellement fonction. Il est le nouveau gouverneur de la région du Mondoul. Une station régionale pour le lac. Cette région dispose désormais d'une station à l'instar des autres régions du pays. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. L'église de Kolobo a servi de cadre ce matin à la signature définitive d'un accord de paix entre les sous-préfectures de Kim et Koyom dans la région du Mayo-Kébi-Est. La cérémonie de réconciliation s'est déroulée en présence du Premier ministre Joseph Dimrangar Datnadi. Les frères ennemis des sous-préfectures de Kim et Koyom dans le département du Mayo-Bonnet viennent d'enterrer la hache de guerre. Ils fument désormais le calumet de la paix. C'est le village Kolobo qui a été choisi pour sceller cette réconciliation de cœur. Pour marquer d'une pierre blanche cette paix attendue des lustres, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été invité à cet effet. Après les usages protocolaires, le Premier ministre Joseph Dimrangar Datnadi et sa suite ont pris la direction de l'église de l'Assemblée chrétienne de Kolobo, lieu de la cérémonie. Le village est sinon en effervescence, du moins en fête. Des mélodies religieuses et traditionnelles se sont mêlées pour célébrer le retour de la paix dans la communauté et pour souhaiter la bienvenue au Premier ministre chef du gouvernement. La pomme de discorde entre les frères Kim et Koyom remonte à 1972 autour de la gestion controversée du dispensaire de Koyom. À ce problème s'ajoute l'érection de Koyom en sous-préfecture en 1999 alors qu'elle était du ressort territorial de Kim. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis lors, la dissension atteint son paroxysme. Les communautés se regardent en chien de faïence. Plusieurs initiatives de réconciliation se sont soldées par des échecs cuisants. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le 4 mai dernier, par devant les autorités du département de Mayo-Bonnet, les chefs de canton, les chefs de village, les cadres, les autorités religieuses et les sages des deux sous-préfectures ont apposé leur signature au bas d'un document s'engageant à vivre désormais en paix. Comme bon père, la réconciliation entre les fils est un motif de satisfaction et ce n'est pas sans intérêt que le Premier ministre Joseph Dimrangar Datnadi a fait le déplacement de Kolobo pour assister à la signature définitive de cet accord de réconciliation. En invitant le chef du gouvernement, en choisissant l'église et une journée dominicale pour sceller cette réconciliation, les frères Kim et Koyom prennent les autorités politiques et Dieu en témoin de leur sincérité et de leur bonne foi pour consolider cette paix et regarder désormais vers l'avenir. Je vous invite à suivre à présent l'intervention du chef du gouvernement. Il exhorte les frères de la zone Kim à cultiver l'esprit de paix. Suivez. Notre rencontre d'aujourd'hui est pour moi le véritable point de départ d'une nouvelle communion entre vous tous. Nous sommes venus en tant que témoins pour partager avec vous cette joie de se retrouver, de se pardonner, de se donner la main de la paix et de l'amour. Le gouvernement qui a accepté de prendre sa part dans ce retrouvailles est constant dans sa démarche. Hier, avec mes prédécesseurs comme aujourd'hui, je vous assure, mes chers frères et sœurs, de savoir pardonner. La renaissance que le président Idriss nous prescrit d'inscrire dans la nouvelle marque du Tchad doit s'installer et s'ancrer ici à Pau. Pour des raisons pragmatiques de communauté zonale. Mais c'est toute la zone. La zone dite hier le village autonome qui doit entrer dans cette nouvelle ère. La renaissance du Tchad a comme un des tremplins la décentralisation administrative dans la gestion du pays.
Je dis que sur ces points, vous devez être considérés comme des pionniers avec les villages autonomes. C'est un avantage qu'on ne trouverait pratiquement nulle part ailleurs dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je vous demande de transformer en opportunité les épreuves du passé ou les épreuves induites par la nature. Et pourquoi on est relevé par le père de ce Après avoir fait suivre les recommandations des différentes rencontres avec les représentants de l'État dans le cadre du règlement de ce qu'il faut bien appeler l'incident de 2001 entre Koyom et Kim, je vous annonce que le gouvernement expérimentera les communautés rurales prévues par les lois de la décentralisation. Et ça sera à partir d'ici. Avec le nouveau processus électoral impulsé par le nouveau cadre de dialogue politique auquel faisait tout à l'heure allusion le gouverneur, nous pourrons expérimenter cette forme de démocratie à la base et plus pratiquement autour de la problématique des villages autonomes. Le nouveau gouverneur de la région du Mandoul, Natoengar Barthélémy, a pris officiellement fonction. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de l'Intérieur. Les détails avec Gandata Ouamia. Le nouveau gouverneur de la région du Mandoul, Natoengar Bainodi Barthélémy, prend officiellement fonction. Il remplace à ses postes Matou Kitchoubou, qui a géré pendant 2 ans d'abord comme secrétaire général de la région, assurant l'intérim puis confirmé au poste comme gouverneur. Elle a présenté au nouveau gouverneur la carte postale de la région, ses potentialités, ses réalisations et surtout les projets pour l'essor économique et social de la région du Mandoul. Représentant du chef de l'État et du gouvernement, dépositaire du pouvoir public, Natoengar Bainodi Barthélémy s'attellera à gérer le Mandoul conformément à ses attributions. Il vous incombe la coordination et le contrôle des activités de services publics et parapublics déconcentrés, ainsi que la sécurité des personnes et des biens dans votre région. Aussi, tous les corps de l'État, sans exception aucune, sont tenus de vous rendre compte de leurs activités. Selon le nouveau commandant du Mandoul, la réussite de sa mission dépend en grande partie des appuis constants et d'une franche collaboration. La région du Mandoul regorgeant d'énormes potentialités agro-silvopastorales. Natoengar Bainodi Barthélémy exhorte chacun dans son domaine de compétences à faire d'énormes sacrifices pour prioriser l'intérêt général au détriment d'autres considérations. Ceci afin de bâtir une administration dynamique assise sur des valeurs de paix, de sécurité et de justice sociale. Bol, chef-lieu de la région du Lac, bénéficie désormais d'une station ONRTV, une station régionale inaugurée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, par ailleurs président du conseil d'administration de l'ONRTV. Remadi Orient-Odette nous en dit un peu plus. Bol, chef-lieu de la région du Lac, boucle la première série d'inauguration des 10 stations régionales sur les 13 radios et télévisions prévues. Cette 10e station qui intègre le réseau de l'ONRTV est identique aux autres. Le maire, premier adjoint de la ville, Adam Seyti Ali, se réjouit de la création de cette station qui est un outil de communication très prisé pour le développement socio-économique du monde rural. Dans sa présentation technique, la directrice de la télévision tchadienne, Halime Assadia Ali, a relevé que la station de Bol sera dotée dans les prochains jours d'une caméra et d'un banc de montage qui lui permettront d'assurer la couverture des événements de la région. Le gouverneur de la région du Lac, après avoir remercié la délégation de l'ONRTV, Adoum Tangaï Nakourguet, a saisi l'occasion pour exprimer quelques besoins. Augmentation du rayon d'action de la radio pour couvrir certaines de nos villes et îles dont l'accès est très difficile. Clôture de la cour de la station ONRTV pour protéger ces appareils ultra modernes et très sensibles. Renforcement du personnel par le recrutement d'une main-d'œuvre locale, monsieur le ministre. L'implantation d'une radio et d'une télévision dans la région du Lac n'est pas un fait du hasard, a relevé le président du conseil d'administration de l'ONRTV. La 10e station régionale de l'ONRTV sur les 13 est implantée dans votre ville. Raison pour laquelle
nous sommes avec vous pour le démarrage des émissions de cette station. Ville frontalière avec le Nigeria, le Niger, le Cameroun, le choix du président de la République d'implanter une station de l'ONRTV dans la ville de Bol n'est pas le fruit du hasard, car cette ville est un carrefour de la diversité culturelle et économique et par conséquent, elle mérite bien ses joyeux pour le plus grand bonheur de sa population. Hassan Sila Bakari a également relevé que cette station permettra à la population de suivre les programmes de la radio à FM sur un rayon de 100 km et les programmes de la télé sur un rayon de 60 km avec simplement un écran et une petite antenne. Ainsi donc, le problème de l'accès à l'information de la population de Bol est définitivement résolu. La 53e édition du Festival international de la télévision de Monaco s'est déroulée du 8 au 11 juin 2013. Pour la deuxième fois consécutive, l'ONRTV a siégé au jury de ce plus vieux festival au monde qui regroupe toutes les chaînes de télévision publiques et privées. Cette année, ce sont des films intitulés « Les oubliés des oubliés » d'une télévision espagnole et « Cette couleur qui me dérange » d'une télévision sénégalaise qui ont retenu l'attention du jury. Le directeur général adjoint de l'ONRTV, Ahmad Makaela, qui fait partie du jury, justifie le choix de ces deux films. Alors notre jury, sa spécificité, c'est que c'est un jury de l'URTI. L'URTI est une organisation internationale. En sigle, ça signifie Union internationale de radio et télévision, qui regroupe quasiment une centaine de chaînes de télévision et de radio à travers le monde. Et l'ONRTV est donc membre de cette organisation-là. Et donc, personnellement, j'ai siégé au jury du documentaire d'auteur qui avait présélectionné sur la centaine des documentaires qui étaient en compétition. 10 avaient obtenu le titre de finaliste et le palmarès donc a été sorti par un film réalisé par nos confrères de la TVE, la télévision de l'Espagne, mais sur un sujet tourné entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Bénin, et qui porte sur un sujet difficile, un sujet sensible, en rapport avec ce qu'on appelle communément les fous, mais en réalité les malades mentales. C'est une production qui a retenu l'attention du jury en ce sens que la question de ce qu'on appelle les fous préoccupe aujourd'hui le monde entier et singulièrement l'Afrique. Et le film d'ailleurs s'appelle Les oubliés des oubliés. L'autre aspect qui a retenu donc l'attention du jury, c'est aussi parce qu'en réalité, au niveau des institutions internationales, l'OMS et autres, il y a très peu de programmes qui prennent en charge donc ces questions des malades mentaux. Et puisque l'Afrique, pour la plupart, nous sommes des pays post-conflit. Ce film-là a donc retenu l'attention du jury, suivi d'un autre film africain également, celui-ci tourné par nos confrères de la télévision sénégalaise, qui s'appelle « Cette couleur qui me dérange ». C'est-à-dire que c'est un film qui porte sur les femmes qui se décapent la peau. C'est un phénomène qui a des répercussions sanitaires manifestes, parce que à force d'user des produits éclaircissants, on perd, n'est-ce pas, une bonne partie de l'épiderme, et à la fin on se retrouve avec une peau bariolée. Les travaux de l'atelier de validation du rapport du deuxième cycle de l'examen périodique sur les droits universels au Tchad viennent de s'achever. Ces assises ont permis au comité interministériel mis sur pied d'apporter des propositions et d'amender le document conformément aux règles des Nations Unies. Estelle Abdelkader. Bientôt, un important document sur les valeurs universelles des droits de l'homme au Tchad. Il s'agit du rapport national de l'examen périodique universel au titre de l'année 2013 qui vient d'être examiné. Au cours des échanges, des thèmes tels que les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels ont été abordés. Le débat a été roulé, mais constructif aussi. Le ministère des droits de l'homme, les organismes des Nations Unies
et la société civile ensemble, nous avons décortiqué en ce qui concerne les situations des droits de l'homme depuis 2009, parce que le premier passage du Tchad à l'examen périodique universel, c'était en 2009. Depuis lors, les avancées et les recommandations que nous allons faire au gouvernement pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Comme avancée, c'est que nous avons constaté depuis 2009 à aujourd'hui, il y avait beaucoup des avancées sur le plan de l'évolution des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne sur le plan politique. Nous avons apprécié positivement, ensemble, la société civile et le gouvernement, la création du cadre national de dialogue politique, la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats, et aussi l'évolution en termes de liberté de presse aussi, notamment l'abrogation de la loi 17 qui oblige le dépôt préalable. Nous constatons qu'il y a un progrès sur ces points, et aussi la construction de nouveaux centres de détention modernes. La ministre des Droits de l'Homme et de la Promotion des libertés fondamentales félicite pour sa part les participants pour le travail fourni. La participation de toutes les parties prenantes à la validation du rapport national constitue un gage de large consultation dans le processus de l'examen périodique universel. L'organisation d'une telle rencontre par le gouvernement tchadien en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux témoigne de la volonté de tout un chacun d'œuvrer pour le respect des engagements internationaux. À la faveur de ces assises, les participants ont formulé quelques recommandations. Ils suggèrent au gouvernement de donner les moyens nécessaires au ministère en charge de protéger et de promouvoir les droits et les libertés fondamentales de l'homme, aux partenaires de maintenir leur appui au gouvernement pour la poursuite de ces actions en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. Demain, 17 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification. Cette édition est placée sous le thème « La sécheresse et la pénurie de l'eau ». À cette occasion, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques a fait une déclaration. Suivez. Pour l'édition 2013, le thème retenu est « La sécheresse et la pénurie d'eau ». Dans notre pays, la mémoire collective retiendra toujours les durs moments de sécheresse des années 1970 et 1980 avec leurs conséquences désastreuses sur l'homme, les bétails et l'environnement. Aujourd'hui encore, avec l'avancée du désert, le spectre de la sécheresse nous hante et la crainte de la raréfaction de l'eau se fait encore plus insidieuse tant dans notre pays qu'à l'échelle de la planète. Les slogans de cette année, « Ne laissez pas notre avenir sécher » interpelle chacune et chacun de nous. Cet slogan est un message fort qui nous rappelle que nous sommes tous responsables de l'eau et de la conservation des terres, que nous sommes tous responsables de leur utilisation durable. Il existe des solutions à ces graves problèmes de gestion des ressources naturelles et nous devons irrémédiablement et nécessairement les mettre en œuvre. La désertification, la sécheresse et la dégradation des terres qu'impose une pénurie des ressources hydriques ne doivent pas menacer notre avenir. La désertification et la sécheresse constituent les principales menaces du développement de notre continent. Elle affecte la croissance durable et inclusive de notre région, la sécurité alimentaire et l'efficacité des stratégies de lutte contre la pauvreté. La dégradation des terres est un autre obstacle qui sous-tend toute une série de défis environnementaux et de développement, incluant les changements climatiques, la perte de biodiversité avec la raréfaction persistante de l'eau. Nous ne pouvons jamais répondre à ces besoins si nous ne maîtrisons pas la gestion de l'eau, si nous ne commençons pas à préserver les terres productives et restaurer les terres déjà dégradées. Le Front socialiste tchadien a effectué une tournée dans la partie septentrionale du pays. Une tournée pour sensibiliser les populations sur l'importance du recensement biométrique et les échéances électorales prochaines. Kadnouba Théophile.
Sensibiliser les populations du Mayo-Kébi et de la Tandjilé-Est sur l'importance du recensement biométrique et les militants et sympathisants du Front socialiste tchadien FST par rapport aux échéances électorales de 2014. Tel est le but de cette mission conduite par les responsables de ce regroupement de 7 partis politiques, notamment à Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, et à Kélo, chef-lieu du département de la Tandjilé-Est. Dans ces 2 localités, l'équipe conduite par le porte-parole du Front socialiste tchadien, le député Dime Clément Bagao, a animé des conférences-débats pour faire passer son message. Ces rencontres d'échange ont tourné autour des thèmes tels que la sécurité, la paix, la stabilité, la légalité sociale, l'alternance démocratique, la transparence, les droits et devoirs du citoyen et le développement socio-économique. Ces échanges ont permis aux membres de la délégation de situer l'assistance par rapport aux idéaux du Front socialiste tchadien. Le souci de la social-démocratie, c'est de voir l'homme vivre mieux. C'est de voir les conditions de l'être humain s'améliorer à tout moment. Que l'homme doit être mis à l'abri de toutes les misères. On doit lutter contre la pauvreté. Que les intérêts de l'homme, ses droits fondamentaux soient protégés, qu'il y ait l'égalité entre les gens, que le droit à l'éducation soit également protégé. Le porte-parole du Front socialiste tchadien FST, député Dime Clément Bagao, de préciser qu'au sein de ce regroupement des partis politiques créé le 14 mars 2013 à N'Djamena, tout le monde milite pour le bien-être de la population tchadienne. Vous l'avez corrigé de vous-même, la tournée a plutôt concerné la partie méridionale du pays. Une mission de contrôle et de surveillance de ressources pétrolières s'est rendue à Mandou, N'Djamena Bilala, Massaguet et Gozator pour visiter des chantiers de construction des hôpitaux. Il a été question pour l'équipe de vérifier et de s'assurer du respect des clauses des contrats des marchés de livraison des matériels. Noubatumbaïta Lomadi. L'hôpital des districts de Mandou constitue la première étape de la mission de suivi et évaluation des projets financés sur le fonds pétrolier. Après Mandou, la délégation conduite par Adjib Koulamala s'est rendue successivement à N'Djamena Bilal, à Massaguet et Gozator. L'objectif de cette visite est de s'assurer du respect des clauses des contrats de marché administratifs et rappeler les conduites à tenir pour la bonne marche du travail. Dans ces différentes localités, il y a eu des échanges avec les administrateurs, les responsables techniques et les autorités des unités administratives décentralisées. Le chef de mission s'est dit préoccupé par l'installation des matériels sans personnes qualifiées dans certains centres de santé. On se pose la question vraiment, est-ce que ces projets-là ont été conçus, ils ont été étudiés avant d'être réalisés, ou bien parce qu'il y a des marchés qu'il faut coûte que coûte réaliser, il faut le faire de n'importe quelle manière. C'est un peu le constat amer que nous faisons et ça rejoint un peu une des préoccupations du président de la République qui disait que l'argent du pétrole doit être une manne et non une malédiction. Et si nous voyons aujourd'hui de près ce qui se passe, nous prenons vraiment le chemin de la malédiction. Si nous ne nous arrêtons pas pour faire une halte et revoir vraiment ces projets-là de fond en comble pour pouvoir vraiment mettre une synergie, une programmation. Adjib Koulamala souligne également que la réussite de la mission des plus hautes autorités passe par le soutien de toutes les composantes de la société. Il a aussi réaffirmé la volonté et la disponibilité de son institution à mettre en œuvre les nouvelles orientations politiques des autorités pour une administration sanitaire plus proche des administrés. Un député du 6e arrondissement de la capitale offre de l'eau potable à ses électeurs. Issa Badi, puisqu'il s'agit de lui, met à la disposition de la population des quartiers Chagua et Moursal des forages d'eau. C'est une concrétisation de la promesse faite au cours de sa campagne électorale. Cela fait déjà 8 jours que Nelson Mandela est hospitalisé. L'inquiétude commence à gagner de plus en plus les esprits. C'est surtout le cas de la communauté congolaise, Congo-RDC, résidant en Afrique du Sud. François Bader, ITV.
quartier Sunnyside dans le centre-ville de Pretoria. C'est là que vivent un grand nombre d'étrangers de la capitale. Parmi eux, beaucoup de Congolais de RDC qui ont fui les violences dans leur pays. Ils sont reconnaissants envers Nelson Mandela de leur avoir ouvert les portes de l'Afrique du Sud, mais en même temps, ils sont inquiets pour l'avenir. Nous travaillons aujourd'hui, c'est grâce à Mandela. Et si Mandela mourait aujourd'hui, je ne pense pas que nous serons bien traités ici, nous, Noirs étrangers. Ici, tout le monde se souvient des violences xénophobes de 2008 et de l'intervention de Nelson Mandela pour apaiser les tensions. Si les Congolais vivent dans le centre-ville, bien que les loyers soient chers, c'est parce qu'ils se sentent plus en sécurité que dans les townships. Mais la cohabitation reste difficile. En fait, ils nous disent, vous êtes ici encore, c'est puisque c'est Mandela qui est encore vivant. Et une fois parti, une fois mort, on ne sait pas. Dans ce quartier, on trouve même un représentant de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi en RDC. Et il s'interroge sur l'après-Mandela. Les Sud-Africains sont vraiment très compliqués. Ils ont peur de leur papa. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver quand lui sera parti. Dans ce salon de beauté, les coiffeuses louent leur espace de miroir et sont presque toutes congolaises, leurs clientes aussi. Cette étudiante a déjà été victime de propos xénophobes, mais elle reste optimiste. Je pense qu'il y a quand même une grande partie éduquée qui comprennent que les pays, il y a des échanges entre cultures, entre les pays. Je ne pense pas qu'il y aura grand-chose de changer. Non. À l'occasion de la journée de la jeunesse, une chorale francophone participait ce week-end à une messe réunissant jeunes sud-africains et jeunes étrangers. Son chef, lui non plus, ne voit pas de raison de s'inquiéter. Nelson Mandela, oui, c'est une personne, mais je crois que c'est aussi une idéologie. Il a dû ancrer cette idéologie-là dans le chef des autorités, des dirigeants sud-africains. Je crois qu'ils vont continuer avec cette idéologie de la paix. Comme les Sud-Africains, ils ont chanté et prié pour le rétablissement de Nelson Mandela. En Turquie, la situation reste toujours tendue alors que la police a renvoyé les contestataires de la place Taksim. Une contestation qui a surgi lorsque les autorités ont voulu réprimer une manifestation le 31 mai dernier. Christian Lagauche, AITV. Au 15e jour de la crise, le Premier ministre turc est passé samedi soir à l'action pour mettre un terme à la contestation, malgré la promesse du gouvernement de suspendre le projet d'aménagement dans l'attente d'une décision de justice. L'évacuation de force du dernier bastion du parc Gezi par les gaz lacrymogènes, les canons à eau et les tirs de balles en caoutchouc a provoqué une nuit de violence. Les unités anti-émeutes de la police ont poursuivi sans relâche les manifestants dans toutes les rues avoisinantes. Nous soutenons toutes les personnes de la place Taksim. Même si nous sommes loin, ils ne doivent pas penser qu'ils sont seuls. Nous sommes avec eux. La police peut venir ici, on ne bougera pas. Au petit matin, la place était livrée aux seuls engins de nettoyage de la ville et aux pelleteuses qui essayaient de masquer les dernières traces des violences de la nuit. À l'annonce de la nouvelle de l'évacuation de la place, des centaines de personnes sont descendues dans les rues. D'autres ont tenté de rallier le versant européen de la ville et ont bloqué plusieurs heures le pont au-dessus du Bosphore. Nous avons occupé le pont sur le Bosphore avec 500 ou 600 personnes. Nous avons bloqué la circulation sur le pont et nous avons marché pendant 10 heures avant d'arriver ici dans le quartier près de la place Taksim. Là, nous avons été attaqués par les forces de sécurité et la police. Après un rassemblement géant samedi à Ankara, le Premier ministre Erdogan a réuni dimanche des milliers de partisans à Istanbul pour une démonstration de force dans un parc seulement à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de la place Taksim. Ici, nous sommes tous là pour supporter notre Premier ministre. Ceux qui manifestent contre lui sont injustes. Il a notre inconditionnel soutien. Nous sommes avec lui. Dans ce pays laïque où plus de 40% de la population a moins de 25 ans, les intrusions moralisatrices du Premier ministre islamo-conservateur passent de plus en plus mal et l'intervention brutale de la police n'ont fait qu'envenimer la situation. Des pans disparates de la société se sont rassemblés place Taksim avec un seul but, la démission d'Erdogan. Le mouvement Solidarité Taksim ne faiblit pas. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Téléchat.